Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Aujourd'hui, on reprend nos aventures de Trip to Fly avec Fly. Salut. Ça va la pêche ? Ouais, la banane. Et Antoine. Hello. Et c'est la dernière fois que nous sommes 3 podcasteurs, podcastrices seulement, puisque la prochaine fois nous serons rejoints par Géraldine. Par Géraldine, Ouais. en fait, C'est à la grande news. À la base, j'avais un perso en tête et un perso ailé. Ouais. Et je m'étais dit que vous le rencontriez, que je le jouerais, mais plus j'avançais dans la chronique, plus je me disais putain, mais ça, il faut vraiment que ce soit un joueur qui le joue. Je peux pas jouer. J'ai proposé à Géraldine et elle a dit ok. Ouais. Donc elle a fait son scénar solo, donc c'est la dernière fois qu'on joue tous les trois. Vous finissez votre petit scénar et la J'ai hâte. prochaine fois, Ouais. en fait, c'est la table de 4 et il va y avoir des trucs qui vont se passer parce qu'il y en a qui ont fait du vilain. Bon, on n'a pas fait du vilain, on a pris une épée qui n'était pas à nous. Et apparemment, elle sera à Géraldine, si j'ai compris le plot. Oui, et l'HDP avait prévenu ton personnage, Antoine. Ouais, je sais pas si les gens comprennent. Alors, on avait vas-y, parlé non, de ça non, pas du tout. Ah, Pas du bah tout. ouais, On il va s'était falloir arrêté. qu'on y Alors, aille. donc, j'ai monté le podcast, Trip to Fly, aujourd'hui. Donc, je sais de ce dont on a La parlé. partie 1. Voilà, la partie 1, Ouais. tout à fait. On s'était arrêté au moment du Haven. Donc, cette espèce de comité, de secte, de clergé, on peut l'appeler comme ça. Oui, l'espace de Très bien. religion, la religion, Voilà. la religion d'État. Au temple du Haven a se fait un certain nombre de sacrifices cet hiver. Les gens, Dirigé par Bjorn. voilà, les gens se sont donc jetés volontairement dans le vide et nous avons assisté Albéric, donc le personnage d'Antoine, et moi-même, Mada, donc mon perso, à la résurgence de l'île sur laquelle nous nous trouvions, c'est-à-dire que l'île est remontée quelque peu et ça a fait fondre la neige et l'été est arrivé. Donc on avait compris, et on en était arrivé là, que le fait qu'il sacrifie des gens de la sorte, ça lâchait du lest sur l'île et que ça lui permettait comme ça de remonter. Ce dont on n'a pas parlé en revanche, c'est du fait que l'île n'a pas été la seule à remonter. Alors attends, Ah, ça je donc on est arrivé t'arrête que sur là ça là. Alors attends, Albéric. Moi, cette notion là de lâcher du lest, de. C'est vos théories, ça pour Moi, c'est pas du tout ma théorie. Enfin, moi, je le joue pas du tout comme ça. Hein. Moi, c'est vraiment une C'est récompense Echo. divine. Bah oui, c'est Echo. On se sacrifie et. Et c'est Echo qui ramène Echo- l'été. Et voilà, Echo nous remercie et pour cette année, voilà, l'île remonte un petit peu. Oui, tout à fait. Mais- C'est Oui. c'est comme ça que le voit ton personnage. Ouais, mais toi, ton personnage le voit différemment parce que nous, on sait pas qu'il y a des ammonites en dessous à ce moment-là. Non. Sait même pas ce que font les ammonites, on n'en a jamais vu des Là, ammonites. au moment où on enregistre le podcast, le personnage de Rome pense à la même chose que toi. Absolument. Oh, Echo est Ah, grand, d'accord, Echo ouais. est Oui, fort. tout à fait. Voilà, non, mais Mais c'est- je trouve que pour les auditeurs et auditrices, c'est plus facile de se représenter la chose comme ça, si tu veux, Ok. vu que j'imagine que les auditeurs et auditrices sont plutôt des joueurs de Trip to Sky, et donc Ok. ils connaissent les problématiques liées. Sauf Même- que les joueurs, là, enfin, Oui, non. les personnages, en fait, pensent que Tout à fait. le sacrifice a marché. C'est Absolument. horrible, mais ça marche. Absolument. Et il y a, en Tout plus, à fait. à la fin de ce scénar, si mes souvenirs sont bons, un deuxième bienfait qui arrive. Une île arrive. Voilà, alors ça... On s'était arrêté là, non? On s'était arrêté On là. avait dit dans les micros, Je sais ça même pas si on avait dit Non, dans je les crois micros pas. qu'il y avait effectivement une île qui était remontée C'est-à-dire sous que l'autre. au moment où ils sont en train de prier pour remercier Echo, oh merci Echo, le beau temps revient. Là, il y a un énorme. J'avais Ouais, même ça- fait trembler la table. Ouais. Et en fait, il y a une île qui est remontée. Voilà, Et il y qui a est- un et continent qui qui nous a percuté quoi, par C'est le ça, dessous. Par le dessous, ouais. Exactement. Sachant qu'on rappelle qu'il y a un des tabous qui est on ne parle pas des îles étrangères à l'île Il d'Yggdrasil. n'existe pas de. On ne parle pas des îles qui viennent de l'État. On ne parle pas des îles qui viennent d'ailleurs. Donc faut imaginer tout un peuple qui vient d'être percuté littéralement par un tabou. Ouais, c'est ça. Et alors, ce qui est rigolo, c'est dans cette scène qui succède à l'émergence de cette autre île, la gênance de l'élite d'Yggdrasil, qui sait pas trop comment en parler, quoi, en mode il y a C'est un ça. truc. Chez on un peut pas en parler, mais- chez un bienfait d'écho, on devrait pouvoir en parler, mais en fait, on peut pas. Et donc là, du coup, il y a C'est Bjorn, génial. celui qui dirige le Haven, qui décide de faire
un conseil en fait avec les différents diplomates qui représentent les différentes tribus, les 9 tribus. C'est ça. Et donc du coup là, c'est la foire d'Empoigne pour savoir si on peut y aller ou pas, qu'est-ce que c'est, etc. Même on a le droit d'en parler. Ouais. L'île est plus grande, hein, légèrement. En tout cas, l'île est un peu en plus se grande. penchant dans le vide, on peut voir. L'île, laquelle? Celle sur du laquelle... dessous. Ah, elle est plus grande que celle Oui. sur laquelle on se trouve. Pas entièrement, on sait pas. Ah, Elle a l'air est plus grande très que grande. Elle est plus grande que le Haven. Oui, que le Haven. Voilà, mais elle n'est pas plus Oui. grande qu'Yggdrasil. Bah, elle dépasse sur certains. Elle dépasse sur certains, mais là vous pouvez pas savoir. Voilà, à on l'endroit sait de- pas quelle est sa superficie, mais. Ah, putain, j'avais pas cette représentation-là. Si, parce que Faut moi, je imaginer sais une ce que pièce de puzzle qui flotte dans les airs et une autre pièce de puzzle qui viendrait la percuter aléatoirement. Donc il y a une partie qui. Mais on envisage déjà le fait que les deux pièces, parce que tu parles d'un puzzle, on envisage déjà que le morceau d'île qui vient de percuter le morceau sur lequel on a toujours vécu et qui s'appelle Yggdrasil et qui est notre monde de natal à qui est toi et notre moi. monde. Ouais. Voilà, c'est notre monde. On imagine qu'il y a possibilité de les faire Alors ça, s'emboîter. c'est Romaric et Antoine qui Voilà. pensent ça, pas les personnages. Ah d'accord, parce que Comment on pourrait avoir cette intuition-là, nous, les je crois que personnages les personnages, je croyais qu'elle nous avait décrit que la côte suivait la peut-être, côte. Oui, la côte suit, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Bon, vrai. je sais pas. Ouais, mais là, c'était Flavie. C'était pas le MJ. Alors non, c'est ça, c'est qu'en tant que MJ, elle T'avais nous fait a un petit dit... dessin. Ouais. Alors il y a ça, il y a pas que ça. Il y a aussi qu'elle nous a dit, on lui a demandé à peu près quelle est la taille de l'île. Elle se dit, vous voyez le morceau qui manque là, c'est à peu près de cette taille-là. Voilà exactement comment elle nous a décrit le truc. Exactement. Et c'est là qu'on a commencé à se demander avec Antoine si par hasard le morceau qui serait remonté, ce serait pas un morceau qui aurait commencé d'abord par tomber et se détacher d'Yggdrasil. Et ça c'est intéressant déjà. Mais pourquoi Echo le ferait remonter maintenant? C'est ça, bonne question. Ah bah, c'est à vous de me répondre pour l'instant. Ou si ça se trouve, c'est nous qui sommes tombés. C'est quelque chose qui n'a pas été évoqué, ça. Non, parce que c'est pas possible, ça se sent, parce que vous... Enfin... Voilà, on aurait pu tomber légèrement dans la nuit, tu vois. Non, mais on s'est rapproché des soleils puisque la chaleur a augmenté. Oui, c'est vrai. On peut quand même un petit peu envisager ça quand même, le fait qu'on soit remonté. Exact. D'ailleurs, je crois même que Flavie nous l'a suggéré par la présence plus proéminente des soleils. Bah, c'était le printemps, hein, clairement, le lendemain. Et les nuages. Et puis c'est surtout, en plus, la neige fondait, vous aviez chaud pour la première fois depuis longtemps. Oui, voilà, et on était dans les nuages. Jusque-là, on se baladait dans la brume, la neige, etc. Et d'un coup, hop, les nuages sont en dessous et nous, on est au-dessus. Donc, on a la sensation que l'île est remontée. Tu voulais ajouter un truc ? Non, mais on verra plus tard, oui, effectivement, que cette île vient du bas. Voilà, cette île vient du bas. Et donc, du coup, là, c'est la foire d'Empoigne au Conseil. Et donc, ils se disent que, en fait, les seules personnes qui pourraient aller sur l'île, c'est des zélés. Donc, vous deux, parce que vous êtes les deux seuls zélés à ce moment-là. Ouais, parce qu'on peut s'envoler du bord de Yggdrasil pour déjà, est-ce qu'il faut y aller ? Voilà, et du coup, avant de choisir la question de dire si on doit y aller ou pas, ça va être aussi à vous de voir si vous vous sentez prêt. Donc, les gens vont voter. C'est un vote. Vous allez accueillir chacun des personnes des différentes tribus. Il est ambassadeur. Donc lui, il a le droit de vote. Moi, j'ai pas le droit. Ouais. Je suis qu'un garde du corps. Mais du coup, Antoine va parler en fait avec les différents diplomates pour savoir qui est pour, qui est contre. Et puis ensuite, il va y avoir un vote. Et c'est incroyable. Il y a 9 tribus, il y a 5 tribus pour et 4 tribus contre. C'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a 4 tribus contre et 4 tribus pour. Et donc c'est le vote d'Antoine qui va faire la différence. C'est ça que tu veux dire. C'est pour ça. Oui, parce qu'il représente sa tribu. Ouais. En fait, il y a 9 tribus. Donc Flavie, elle est maligne. C'est pour ça qu'elle t'a nommé ambassadeur et pas moi. Mais pourquoi ça serait moi? Parce que pencher dans la balance. Oui, alors. Oui, c'est un point de vue. On va voir, c'est un point de vue. Mais disons que ta voix compte forcément. L'idée, c'était de faire en fait ce que vous vouliez qu'il se passe. C'est-à-dire que ça se trouve, vous n'aviez pas du tout envie d'aller visiter l'île. Auquel cas, ce qui se serait passé sur l'île, en fait, je l'aurais fait advenir ailleurs. Donc l'idée, en fait, c'était qu'au moment où toi, tu dois voter, Antoine, ce soit ex aequo, pour qu'en fait, ce soit ce que vous vouliez qu'il se passe, qui se passe. Ex aequo. Ah oui, parce que c'était pas un vote anonyme. Non. C'était à main levée autour d'une table. Ouais. C'était autour d'une table ou c'était sur l'esplanade du Haven? Ouais, mais en cercle. Il n'y avait pas de table, mais en cercle. Oui, c'est intéressant ce truc-là. Cette scène-là incroyable où tout le monde est rassemblé. Il y a une grande scène très très agréable, très sympa.
Et puis c'est rigolo de voir cette gênance parce que il y en a qui peuvent parler des tabous, les Draiki, les dragons, en fait, eux, ils suivent pas les tabous. Ils suivent pas les tabous, notamment parce que c'est une tribu en fait où en fait quand on veut plus de quelqu'un sur l'île, on l'envoie là-bas. C'est en gros c'est la prison de l'île, on s'en fiche, on le met en exil chez les dragons. Donc les dragons en fait, les tabous de l'île, tout ça, ils s'en foutent en fait parce que de toute façon ils ont été rejetés et puis ils vont avoir d'autres raisons dont il va vous parler après de ne pas croire certains tabous. Ouais, très très bien, très très bien. Donc Dreki, lui il dit oh il va. On va voir l'île. C'est plus qu'un coup de pied dans la fourmilière, c'est une île qui rentre dans la fourmilière. Ok, donc est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là, Antoine, sur cette scène, sur l'avant qu'on y aille en fait, parce que finalement tu as décidé. C'est-à-dire ce qui fait pencher. Alors les arguments contre. Peut-être, ça pourrait être important d'en parler. Les gens disent qu'il ne faut pas y aller parce qu'il y a eu des îles, on a déjà été en contact avec des îles extérieures et qui ont attaqué du coup la tribu des Pégases. Et que c'est en partie pour ça que du coup les Pégases et les Faucons se sont rabibochés à l'époque, ont construit le Bifrost pour pouvoir faire partir des armes et tout ça pour combattre en fait des éléments qui venaient de l'extérieur qui les ont attaqués, mais on n'arrive pas à en savoir plus. On sait qu'il y a des virus, on sait qu'il y a que ça se prend sous la forme de maladies, de malformations, il y a quelque chose de mystique. C'est pas uniquement des attaques physiques des guerriers. Oui, et puis il y a aussi beaucoup de superstitions. Voilà. Mais a posteriori, on découvrira surtout que certains chefs de tribu devaient en savoir un peu plus, en vérité. Un peu plus sur ce qui se trame, oui. Pourquoi par rapport à ce qu'on a découvert et ce qui a été raconté ensuite, parce qu'on va être accompagné. Alors là, d'abord, les arguments pour et contre. Les arguments contre, on les a entendus. Les arguments pour, ce serait une récompense d'écho. Enfin, c'est un signe, c'est pas pour rien. Puis de toute façon, si on n'y va pas maintenant... Comment pourrait-on empêcher tout Yggdrasil d'aller voir en dessous Puis l'idée, c'est d'aller vérifier, du coup, qu'on envoie 2 ailés, d'aller vérifier si c'est dangereux. Voilà. Et puis d'écarter tout danger, et puis voilà, quoi. Et que ça reste aussi sous le contrôle du Haven. Voilà, on y va plus en tant qu'explorateur, mais on n'y va pas pour planter un drapeau... en disant voilà on peut y habiter, c'est chez nous. Et du coup il va y avoir le Dreki qui est le représentant de l'île des dragons qui demande en fait à superviser. Alors attends, Dreki c'est son nom ou c'est un titre ? C'est le titre. Ah ok, je croyais qu'il s'appelait Dreki. Non, c'est le Dreki. Ok, le Dreki, ok, c'est un chef. Il vous a pas encore dit son nom. D'accord, non, mais c'est marrant parce que moi depuis le début je l'appelle Dreki en fait, bêtement. Parce que tu l'appelles roi. Ok. Prince, viens. Ok. Sachant que le Dreki, en plus, c'est un truc démocratique. Chez les dragons, c'est vraiment... c'est comme le Khan, le Khan chez les Mongols, quoi. Ouais. Okay, alors, Dreki. donc, le Dreki, ok. Donc ça, c'est les personnes... Tu es en train de citer les personnes qui vont nous accompagner, c'est ça Dreki, et qui nous accompagne d'autres ? Je me tourne la fille du... J'ai plus les noms, là, j'ai pas mon carnet. La fille du Midain. Miden, pardon, putain, chaque fois je me trompe. Dur, je suis désolé. Il s'appelle Aldar. Et donc c'est le Midain. Pardon. Donc 2 ailés, 2 humains sans ailes. Et donc du coup qui vont nous accompagner. Qui vont vous accompagner. Alors pourquoi alors moi déjà j'ai réussi à faire passer l'idée auprès du conseil que on y va en tant que entité indépendante de quelques tribus que ce soit. Alors, c'est-à-dire que c'est pas une délégation du Haven ou une délégation des Corbeaux. Je m'inspire en cela, moi, en tant que joueur, pour créer ce truc de la loi qui est censée régir l'espace. C'est-à-dire dire, bah voilà, ce sont des territoires qui n'appartiennent à personne, donc ils n'appartiendront à personne. Et tous les objets qui sont sur cette île n'appartiennent à personne. C'est le même statut que la Lune, les astéroïdes, aujourd'hui, c'est censé être le même statut que, bien entendu, la loi de l'espace évolue ces dernières années. Mais voilà, à la base, c'était ça. C'était censé être un bien commun de l'humanité. Donc un commun. C'est comme ça qu'on appelle ça en droit. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit un commun et que du coup notre petite expédition ne doive répondre à personne. Ça m'arrange à titre personnel en tant que personnage parce que n'ayant jamais eu cette sensation d'appartenance aux chouettes, ça me permet de me détacher. J'ai pris un gros risque, Antoine. Je sais pas si tu as remarqué, mais parce que je sais pas si on l'a joué en solo ou si on l'a joué avec Antoine.
Je sais plus si on l'a... Mais je me suis quand même mis en porte-à-faux vis-à-vis de mon propre clan. C'est-à-dire que mon propre clan m'a dit non, tout ce que tu vas ramener, c'est pour nous. Et moi, ça, on l'a fait chacun de notre côté. Et tu l'as fait aussi, ça j'ai pas vécu les mêmes scènes que toi, mais avec d'autres protagonistes, oui, j'ai eu des échanges. Il y a eu peut-être des deals, j'en sais rien. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que déjà, on se met au-dessus de la mêlée. C'est intéressant pour des ailés. Hein. On se met un peu au-dessus du truc en disant, ou à côté, à part. Et donc évidemment, rien de ce qu'on va ramasser sur l'île ne va nous appartenir. De toute façon, vous n'êtes pas censé ramasser quoi que ce soit. Vous n'êtes censé rien ramener. Oui, sauf que, en fait, foreshadowing, on sait depuis le début, parce que Flavie nous fait faire des rêves étranges pendant la nuit, que sur l'île en dessous, il y a nos fameuses épées. Alors, si vous êtes joueur... Qui nous appellent. Donc, on sait qu'on va les ramasser et que celles-là, on va tout faire pour qu'elles nous appartiennent. Et surtout, moi, je suis arrangée au moment où vous dites « Ouais, on ramènera rien », il y a les murmures de vos étés qui recommencent. On est là, viens me chercher. Et là, t'es là, bon, on va peut-être ramener un truc en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, on ramène plein de trucs. Alors, ça c'est bon. Voilà, on va raconter ce qui va se passer. Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Alors, pourquoi on se fait accompagner par un Dreki Eh bien, parce que lui refuse en fait, est en porte-à-faux avec le Haven en fait, et notamment Bjorn avec qui il est en. En fait, les dragons sont en rébellion, plus ou moins. Vous comprenez ça? Avec, par rapport au clan, aux autres clans. Avec les autres clans. Le Haven étant un peu l'entité dirigeante de l'unité. Et donc Dreki, il n'a pas confiance en vous. Donc le Dreki. Et c'est son droit. Et c'est son droit. Et donc il dit, moi je veux être là. Oui, c'est non mais il n'a pas d'aile, mais. Donc il dit que lui veut être là. Et sachant qu'en plus. Là, il n'y a pas d'ailé avec lui, mais sa fille adoptive, en fait, c'est Lélé. C'est Géraldine. C'est Lélé qui va... Donc en fait, lui, il est un peu vénère t'inquiète. Lui, il est un peu vénère parce qu'il se dit, mais en fait, elle serait là. Il y a tout un truc qui fait qu'elle est pas là pour une bonne raison. Et en fait, si elle était là, en fait, elle serait allée en dessous. Il y a ta pizza qui arrive. Attends, on fait une pause pizza. Ouais. Et puis on reprend. Oui, vas-y, va chercher ta pizza. De quoi? Va chercher. Finis ta phrase. Bon. On peut ajouter, tant qu'Antoine va chercher sa pizza, que une des raisons aussi pour lesquelles il y a la corbeau et le dragon, c'est qu'il y en a une, la corbeau, qui a voté contre l'exploration. Ouais. Et un qui a voté pour. Et le dragon qui a voté pour. Et en plus, leurs tribus sont plus ou moins opposées parce que les corbeaux sont très attachés au Haven. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Et du coup, Bjorn, en fait, propose que justement ce soit le Midain qui y aille. Il dit non, ce sera ma fille, puisque moi, je ne peux pas prendre ce risque, en fait. Parce que moi, je me souviens... Parce qu'en fait, elle représente son père, en Exactement. fait. Ok, d'accord. Parce que moi, je me souviens que quand les chouettes donc, me demandent d'embarquer dans cette aventure et d'accompagner leur ambassadeur, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, je me souviens plus comment il s'appelle, mais peu importe. Et donc ils me demandent d'accompagner l'ambassadeur. Ils me disent aussi que les corbeaux se rapprochent du Haven et que ça les inquiète. Ouais. Parce que eux, ils ont toujours été proches. Ils ont toujours été. Voilà, ils ont toujours été très. Ils ont toujours léché les bottes du Haven. Du Haven, voilà, on va dire ça comme ça. Ils ont toujours été un petit peu. Eux, ils respectent à fond les tabous. Enfin, c'est les gens les plus drastiques dans l'observation des lois. C'est ça. Et donc, au final... Jusqu'à avoir monté des castes, etc. Ouais, ok. Donc, au final, voilà, nous voilà un groupe de 3 entités, mais 4 personnes. Donc, les 3 entités, c'est les ailés que nous sommes, à savoir Antoine et moi-même, donc Albéric et Mada. Et de l'autre, donc, la Corbeau qui a voté contre et qui représente les Corbeaux, et donc indirectement un peu aussi le Haven. Et Dreki qui, lui, représente carrément tous ceux qui sont contre, en fait, le Haven et même les autres tribus. tribus. Il est contre aussi les sacrifices, etc. Il remet tout en question, en fait, le Dreki des dragons, en fait. Et lui, il dit qu'à un moment, il va falloir secouer tout ça. Et puis moi, Albéric, j'ai des gros doutes sur ça aussi, sur les sacrifices. C'est la première fois que j'ai assisté à ça. Et il y a quelque chose qui cloche. Ouais. T'étais hyper choqué dans mes Toi, t'étais choqué, mais pourquoi il y a quelque chose qui cloche? La drogue, l'exaltation, dans les yeux des gens, il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, il y a aussi de la peur. Ouais, ok. Oui, donc pour toi...
pour toi, la drogue et tout ça, c'est pas juste pour faire passer la pilule. Il y a un rituel, enfin, il y a un truc un peu bizarre dans le rituel même. Ouais, il y a un truc qui cloche, mais on va voir ensuite. Ok. Il y a un truc qui cloche. Il y a des trucs qui clochent, ouais. Donc, on décide en tout cas de déployer nos ailes, d'emmener Dreki. Donc, tu te charges d'emmener Aldar, puisque tu es très proche d'elle, n'est-ce pas? Ouais, je vais essayer. Mais... sur ce moment-là, oui, je suis très proche d'elle. Elle est sur mon dos, donc. Ah non, même pas. Je crois que je la tiens sur mon ventre en singe, là, comme les singes. Ouais. En cochon pendu, quoi. Okay. Mais avant ça, avant d'embarquer. Ou avant qu'elle embarque. Oui, mais pourquoi elle vient d'ailleurs? Elle vient parce qu'elle veut me protéger. Elle représente le Midaï. Regarde l'autre comment il tire là. Et aussi parce qu'elle était contre et comme moi, elle m'a dit que c'était pour moi qu'elle venait. Oui, elle te dit que c'est pour toi, c'est vrai. Oh, il est trop mignon. Non, mais c'est mignon. Non, mais tu sais qu'elle représente quelqu'un. Oui, bah oui, j'imagine. Oui. Mais c'était pour elle n'est pas là que pour toi, Antoine. Donc voilà, donc très, très rigolo. Les couples se forment. Mada et Dreki peut-être, non. Donc moi je me saisis de Dreki et je l'emmène sur l'île. Et la première remarque qu'on fait, donc c'est d'abord l'île s'est encastrée dans l'autre, mais comment se fait-il qu'on puisse marcher sur cette île? C'est parce qu'il y a des espèces d'amas rocheux ou peut-être des tours. Et même on envisage même qu'il puisse s'agir d'anciennes habitations qui se sont... tu veux dire comment ça se fait qu'il y ait l'espace pour se tenir debout? Voilà, c'est ça. Okay. Entre les deux îles. Parce qu'en fait, il y a des amas rocheux et des tours. C'est plus que des amas rocheux. Quand je vous les décris, je décris des sortes d'immenses amas de roches rectilignes avec des sortes de plaques de métal. En gros, c'est des anciens buildings. C'est des buildings, en fait. On dirait des buildings. Et en fait, qui forment comme des potes, comme des sortes d'immenses colonnes en fait, qui retiennent, qui empêchent du coup l'île de s'écraser sur l'autre. Exactement. Et là, en fait, moi, il me vient tout de suite en tête dans la description que tu nous fais avec ce froid, cette neige, ces bâtiments en ruine et tout, une vision très post-apocalyptique. Oui, c'est un monde glacé, hein, mais qui est en train de fondre. Oui. Donc, ce qui prouve que ça vient de très, très bas. Ouais. Et d'ailleurs, sous la glace, on fait des découvertes macabres. Il y a des charniers immenses et en fait, certains, la majorité des gens que vous trouvez, en fait, ils sont habillés comme les gens de l'île, en fait. Donc en fait, les sacrifices que vous faites depuis des années du Haven, en fait, ils ont fini là. Voilà. Une partie a fini là. Et vous allez aussi trouver en fait d'autres types de charniers plus protégés, qui en fait, eux, c'est des personnes qui sont pas habillées comme vous et qui ont l'air d'être très abîmées, mais mi-métal, mi-humain. Ok. Si vous vous souvenez bien. Ouais, tout à fait. Je me souviens très très bien. T'inquiète, je te suis à la lettre. Donc, une cité vraisemblablement... attends, là, ça prouve déjà que si l'île est remontée, c'est pas une grâce d'écho. C'est pas la grâce d'écho. Et c'est là que le Dreki... tous les sacrifices ont été vains. Les gens sont là, ils n'ont pas été donnés à Echo dans le ciel à la lune. Au contraire, tu peux envisager le fait que justement c'est parce qu'ils sont là que l'île est remontée. Non, puisque en fait normalement ils sont censés disparaître vers Echo et là ils n'ont pas disparu. Et justement il y a le Dreki qui commence à s'énerver et qui fait je le savais. Et à un moment on finit par lui dire mais vous saviez quoi? Et à ce moment-là il répond pas tout de suite parce que vous vous faites attaquer. Rien n'explique pourquoi l'île est remontée. Techniquement, je veux dire, hors roleplay et tout ça. Hors roleplay, tant que vous savez pas. Qu'est-ce qui justifie ce truc? Ok, c'est comme ça que vous envisagez le truc. Okay. Moi, c'est une perte totale, pas de foi, mais en tout cas du dogme. Tu vois, j'ai plus confiance, là. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délire, là? Donc, en fait, notre île, elle remonte chaque année, certes, parce que des gens se sacrifient pour Echo, mais... Un nouveau fait est débloqué, là, on découvre qu'ils ne sont pas donnés à Echo. Ah oui, d'accord, c'est ça que tu voulais. Donc on a quand même la récompense du printemps chaque année, mais... Parce que le fait de voir leur corps... Le concept, c'était de sauter à la Lune. Bah oui, et d'être absorbé par la Lune, tu vois, d'aller vers Echo. Moi, j'avais une vision pas du tout matérialiste du sacrifice. Pour moi, c'est l'âme, en fait, qu'elle est à la Lune. Ah, ils auraient pu être brûlés sur un bûcher, c'était pareil. Voilà, c'est ça. Ok, exactement. Ah non, moi, c'était vraiment le concept d'aller à la Lune. Parce que même, il y a Aldar qui commence à craquer en mode « Mais du coup, ils sont là, mais pourquoi ils sont là? Ils ne devraient pas être ici, qu'est-ce qui se passe ?» Ah oui, elle, ça la marque, bah oui.
Ok, oui, logique. Excuse-moi, j'avais une vision. En fait, mais ça c'est là on aborde une difficulté de jouer à Prequel to Sky, donc Trip to Fly. C'est que c'est vrai que c'est difficile en tant que joueur de d'abord, faire l'effort pour son personnage de pas savoir, ça c'est facile. Tout le monde est capable de faire semblant de ne pas savoir ce qu'il sait. Je veux dire, c'est très simple. Mais ce qui est compliqué, c'est que tu vois, là c'était un impensé. C'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude que les âmes deviennent des ammonites, remontent, etc., qu'en fait, pour moi, c'était vraiment... Bah non, si, justement. C'est parce qu'ils sont morts là, que les âmes sont parties à la Lune. C'est pour ça que ça va être rigolo aussi que vous jouiez avec Géraldine, parce que Géraldine, elle n'a pas fait tout ce qu'elle... Elle n'a pas fait ça, voilà. Mais pour moi, pour qu'il y ait des ammonites, il faut que tu tombes à la Lune. Si ton corps est stoppé sur une île, il n'y a pas d'ammonites. Ouais. Pour moi aussi, en fait. Mais appelle l'auteur, Romaric, j'ai son numéro. J'ai son numéro. Ah oui, non, mais c'est pas du tout ça. Hein. Bon Non. Non, moi j'étais comme Antoine, j'étais persuadée qu'il fallait toucher la Lune pour devenir une ammonite. Non, seules les âmes gagnent la Lune. Les corps, on s'en fout. Ah, vous saviez pas. Même toi, tu savais pas ça. Ah oui, d'accord. C'est pas clair. Hein, j'ai relu, moi, en plus, donc... Ok, bon, bah... J'ai relu, moi, le livre de Nathan. J'ai relu une fois. Je pense que c'est pas écrit. Deux fois même. Je pense que c'est juste pas écrit, en fait, et que chacun imagine un peu ce qu'il veut. Mais là, je dis ce que j'imagine, mais si c'est pas écrit, il y a pas de loi. Dans tous les cas, on peut considérer que les gens, là, à ce moment-là, considèrent qu'il faut que la Lune... Tout ce qui compte, c'est comment ils réagissent. Mais ce que je voulais dire, c'était juste que c'était parfois difficile de faire la part des choses, de se dire, je ne sais pas que... Parce que même dans la manière de... Mais ce qui explique pourquoi on connaît pas les ammonites. Aussi. Voilà, si tous ceux qui meurent ne touchent pas la Lune, parce qu'il aurait pu peu. avoir des ammonites. Il y a quelques ammonites. Il y a les Svartal, des mouettes, qui sont des artisans, et notamment des artisans de petites ammonites, mais il n'y en a pas énormément en fait. Et donc quand il y en a, c'est un truc de fou. Voilà. Il y a très très peu de trucs volants parce que en plus c'est pas comme on en a très peu en fait c'est genre des mini embarcations donc. Alors quand Flavie dit volant, comprendre ascendant. C'est un objet qui monte vers les soleils et non pas qui tombe vers la Lune. Donc là à ce moment-là vous êtes attaqué par des animaux effroyablement mutilés. Ouais. Et notamment un grand loup. Alors ça y est, deuxième tabou. Mais ils sont mutilés, pardon. Vas-y. Mutilés, mais un peu comme intoxiqués par du métal, non ? Il y a un truc un peu friction, tu vois. Ils ont été pris par des sortes... Alors, nous, en tant qu'amateurs de science-fiction, dans la vraie vie, on sait qu'en gros, c'est des... Cyborgs. C'est des sortes de trucs cyborgs ou qu'ils ont été pris par de la... Des nanites. Des nanomachines qui les auraient détruites. Mais... et donc, qui les maintient en vie alors qu'ils sont à moitié morts. Enfin, c'est horrible. C'est une nécrose de nanotechnologie. Ouais. Et ils sont dirigés par le loup des loups, qui s'appelle Ranveig, qui est en gros la mère des loups, et qui elle aussi est atteinte de ce mal-là, et qui vous demande en fait de la tuer. Elle appelle ça le poison de métal. Voilà. Et elle vous demande en fait de les tuer, de mettre un terme à leur agonie. Et en fait, elle va commencer à vous expliquer ce qui s'est passé. Et en fait, le Dreki va aller dans son sens parce que lui, il est au courant de ce qui se passe aussi. Alors, et qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans des temps immémoriaux, parce que on peut pas vraiment savoir à cette époque-là, il n'y avait pas 9 tribus, il y en avait 11. Ah oui. Et il y a eu une immense guerre. Et les ours, les loups et les dragons, en fait, étaient ensemble. Et en fait, les 9 tribus ont fait chuter l'espace de l'île des ours et des loups, d'où le 3e tabou, les ours et les loups viendront reprendre leur part. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a déjà un 2e tabou qui saute, qui est un 2e tabou qui saute pour nous, mais qui est le 3e tabou d'Yggdrasil, c'est ne parle pas des ours et des loups. Et en fait, les ours et les loups, on comprend que c'est d'anciennes tribus. Tu m'arrêtes, hein, Antoine, si je dis une bêtise. C'est ça, mais on se rend compte que tous les tabous sont orientés vers ce crime de guerre. Vers un crime de guerre. Ouais. C'est ça, exactement. Et Dreki, là, il explique dont on ne peut pas parler. Et Dreki, il explique qu'en fait, il a voulu venir avec vous pour trouver une preuve qui montrera la vérité en fait aux tribus, et parce qu'il veut arrêter les tabous et tout remettre à plat et avoir le droit de partir pour aller trouver des îles. Et bref, il veut la liberté, quoi. Il veut qu'on arrête les sacrifices, etc. Et il veut que ça s'arrête, tout ça. Parce que eux, ils ont jamais oublié.
Parce que eux, ils ont le droit de parler. Bah oui, et parce qu'aussi, ils étaient du côté des ours et des. Mais comment ça se fait qu'ils aient eu le droit de rester parmi les clans normaux, les dragons, du coup ? Ils ont eu du. Voilà. Ça, ils savent pas trop et ça reste quand même plus loin. Moi, je sais, mais ça fera partie de la suite. Ouais, ok. C'est très étonnant, ça. Mais bon, ok. En tout cas, ce qui vient corroborer aussi, dans ma tête à moi, l'idée qu'un morceau de l'île se soit arraché. Voilà. Ah, mais oui, en fait, ça y est, j'ai pigé un truc. Je viens de comprendre quelque chose. Je sais pourquoi il y a un morceau de l'île qui s'est détaché. C'est qu'en fait, ils se disposaient de technologies qu'on n'a plus. Et en fait, parce qu'on comprend rapidement, c'est qu'on comprend rapidement qu'on est dans une cité futuriste et qui a été, donc on est dans du post-apo, une cité futuriste. Ça me fait beaucoup penser à New York. Ils voulaient exactement. Ouais. Il y a une raison. C'est un livre qui m'a beaucoup choquée quand j'étais jeune, New York. Et du coup, on est clairement là-dedans. La personne qui découvre en fait une ville post-apo. Parce que dis-moi si je me trompe, Flavie, mais en gros, quand on essaye de dater, on comprend qu'il y a eu un crime, et les tabous sont nés de ça. On essaye de dater le crime, et on se rend compte qu'en fait, le crime est tellement lointain que vous pouvez pas. Que en fait, c'était à une époque où les technologies étaient bien plus avancées que la nôtre. C'est bien ça. En fait, vous trouvez un mythe de l'Atlantide. Voilà. Oui, c'est ça. Et vous trouvez en fait un endroit, et justement, ça ce sera après, mais vous allez en savoir plus ensuite en avançant dans le scénar sur les technologies. À ce moment-là, il y a un moment où du coup les épées vous rappellent, et vous arrivez dans une sorte de sanctuaire, et vous découvrez vos épées. Et on trouve enfin nos épées. Alors, pas nos épées uniquement, il y a 3 épées. Et on est 2 PJ. Et là, on se dit, mince. Et ça on est d'accord que tu n'avais pas forcément prévu d'inclure... À ce moment-là, tu n'as pas forcément prévu d'inclure Géraldine. Si, à ce moment-là, je lui ai déjà demandé. Ok. Ah, c'est génial. Foreshadowing de ouf. Putain, on est... Et toi, tu trouves rien de mieux que de prendre une épée de plus, toi, Antoine. Comme ça, tranquillos. Tu dis, ouais, moi, j'ai une épée. Oui, c'est bien, mais 2, c'est stylé, déjà, parce que c'est interdit. Et l'épée va se défendre. L'épée va se défendre, donc c'est encore plus stylé. Et en plus, ça permet de créer du lien avec son futur possesseur. Ou sa future. Et à ce moment-là, toi, tu as aussi une vision, Mada. Les visions des yeux jaunes qui crient « L'île est en train de sombrer, nous devons leur dire !» Et tu comprends que c'est ton père qui est en train de brûler. Et c'est ton père à qui ? Oui, t'as dit Mada. Ouais, t'as dit Mada. Ah oui. Moi, je suis Albéric. Ouais, donc, alors, attends. Du coup, je comprends pas. Qui a eu cette vision ? Moi, vision des yeux jaunes pour Mada. Donc, c'est toi, From, t'as eu une vision. L'île est en train de sombrer, nous devons leur dire. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu sais... tu vois quelqu'un qui est en train de brûler. Ok. L'épée aussi que tu as pris, Albéric, elle est pas seulement... C'est une épée qui a double forme. Elle est une épée dite ordinaire à la base. Et au bout, en fait, elle forme une spirale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, dans Trip to Sky, et donc dans Trip to Fly également, chaque joueuse a un lien spécial, enfin chaque personnage, chaque héros-héroïne, a un lien spécial avec une épée dont il partage la destinée. Dans Trip to Sky, on commence avec cette épée. Dans Trip to Fly, on ne commence pas avec l'épée. On connaît les murmures de l'épée, c'est-à-dire son destin, l'équivalent, mais on n'a pas encore l'épée en main. Et on va la trouver au cours de ce troisième scénario. Deuxième ou troisième, parce que c'est selon qu'on compte les scénars solo ou pas, voilà. Et du coup, nous voilà en position des épées et de leurs murmures. Et du coup, ton murmure, Antoine, c'est quoi, tu te souviens ? Que j'ai créé ? Ouais, je me souviens plus de mon murmure. Un truc genre, je me créerai mon propre chemin, un truc comme ça. Ouais, tu mèneras les hommes au-delà des frontières du monde que nous lui connaissons. Alors c'était pas mon... Non, je confonds avec mon autre truc. Ouais, mais en tout cas... En haut de la fiche, c'est quoi ? Je sais plus, attends, j'ai pas les fiches sur moi. Ouais, moi non plus. Elles sont sur la table. Ouais. Je vais les chercher. Ah oui, il y a Murmure et Destinée. Ok. C'est pas les mêmes choses. Et Murmure, vous les avez pas encore, si mes souvenirs sont bons. Attends, vas-y, raconte ça. Ouais, ne confondez pas Murmure et Destinée. La Destinée, c'est pas le Murmure. Le Murmure, vous n'avez encore rien décrit à cet endroit-là, si mes souvenirs sont bons. Exact. Je me suis planté alors, du coup. Ouais, parce que les Murmures, vous les avez pas encore. Ok. C'est un truc qui est sur la feuille, mais qui est pas encore arrivé.
Moi, je sais que mon destin, il colle le destiné de l'épée. Ah oui, donc la destinée, c'est la destinée. Il y a écrit arme. C'est ça ? Tu vois, c'est génial. Le mien, c'est celui dont l'imposture réunira les 7 en un. C'est marrant comme l'imposture. Alors bon, moi c'est je sais assez flou pour pouvoir permettre plein de choses. Moi, je sais que je suis pas le fils de mon père. Enfin, que mon père n'est pas mon vrai père. Donc c'est une imposture en un sens. Je sais aussi que ma destinée, parce que vous savez que j'appartiens au clan des chouettes et que du coup ma destinée est gravée sur mon front, que ma destinée en fait ne correspond pas à ma vraie destinée. En tant que joueur, je le sais, mais mon personnage ne le sait pas encore. Et donc du coup je suis un imposteur. En un sens, pour les chouettes, je suis un imposteur. Donc ça c'est marrant. Et réunira les 7 en un. Donc s'il y a 9 tribus sur Yggdrasil. Ça, c'est curieux aussi. Pourquoi les 7 ? Il n'y a pas 7 castes chez les chouettes ? Non, il y en a... Ah, peut-être, je sais pas. Je sais pas. T'as jamais réfléchi à ça ? Non. En tout cas, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps qu'on récupère les épées, les destinées, donc j'avais confondu avec les murmures tout à l'heure, mais c'est bien les destinées, se dessinent et commencent à devenir plus importantes. Parce que du coup, maintenant qu'on a les épées, on sait qu'on est destiné à réaliser la destinée de l'arme, quoi. Et donc le murmure, c'est quoi alors ? On sait pas encore. Non. Ok. Non, ça fait partie des futurs secrets. Ok, d'accord, très bien. Donc l'épée, c'est quelque chose de très important dans Trip to Sky parce que c'est l'épée qui va vous permettre, donc si vous mobilisez l'épée au cours d'une description pour détruire, pour solutionner un problème posé par le MJ, vous avez le droit de prendre le fameux D6. Il n'y en a qu'un seul. D10. D10, pardon. Le D10 au milieu du bol. Donc le D le plus fort. Donc c'est évidemment un élément très important du gameplay du jeu. Et plus tard, les épées, elles vont continuer de nous parler ou pas, Flavie ? Oui. Ok. Moi, c'est ça que j'aime bien, à la différence de Trip to Sky, c'est que les épées, c'est des stands. Comme dans JoJo's, tu vois, c'est les stands. Ça, j'aime bien ce délire de... Tu vois, un objet destiné à être lié à toi. Et qui te parle. Jusqu'à la mort. Et alors qui moi, te parle. je kiffe, je sais plus d'où ça venait. Bloodlust. Ouais, en fait, que les épées, il y avait dedans Bloodlust. les âmes. Ouais, Bloodlust. C'est dans Bloodlust de Croc. Donc, les âmes, des âmes d'anciens combattants, etc. Et clairement, moi, je tripe là-dessus, en fait, avec ces épées-là. C'est-à-dire qu'avant, dans les épées-là, il y a des trucs. C'est la Soul River, quoi. Alors, exactement. Moi, Bloodlust, c'était un jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux de Croc, en fait. Clairement, c'est un de ceux qui me plaisent le plus. En tout cas, il a créé plein de trucs super, mais notamment très punk et tout ça. Mais dans Bloodlust, ce que je trouve génial, c'est que il inverse le rapport de l'épée au porteur. C'est-à-dire que c'est pas le porteur qui a une épée, c'est l'épée qui a un porteur. Et dans le jeu, on est même amené plus à jouer la destinée de l'épée que la destinée des porteurs. Ce qui fait effectivement beaucoup penser à Soul River ou à Legacy of Kain, puisque le jeu, en fait, le seul héros commun à toute la saga Soul River, c'est effectivement l'épée. Et d'ailleurs, le nom, la Soul River, la River, en fait, c'est le nom d'une épée, et c'est elle qui va donner le nom à tous les jeux. Donc tout est lié, effectivement. Ouais, et on trouve ce truc-là aussi dans Sens Néant. Et vos épées ont tout un destin. Un destin, et donc elles vont vous pousser à accomplir. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais ça, le dessin, on l'a ? C'est ta destinée. Ah oui, donc c'est à côté de armes, 2 points. Mais le truc de l'épée qui parle... Il n'y a pas de destinée, nous on n'a pas de destinée. Je sais plus comment c'était. Si, c'est écrit. Moi, c'est arme. celui dont le destin est d'ouvrir la porte. C'est ça. Ouais. Mais c'est à côté de armes. Armes 2 points. Sachant que mon objectif pour Echo, c'est trouver mon chemin et le dépasser. J'espère qu'il y aura une porte au bout du chemin. Ouais. Donc on a enfin récupéré nos épées. Du coup, vous verrez ça avec Géraldine, elle vous dira c'est quoi sa destinée. Et ok. Non, on veut pas trop en savoir sur Géraldine parce qu'on l'a pas encore rencontrée. On sait même pas ce qu'elle joue. On sait juste qu'on a son épée. Enfin, quand Antoine. Oui, et elle aussi, elle le sait puisque son épée lui a bien crié, viens me chercher, il m'a pris. Ils sont en train de me capturer. Bah, elle a failli me tuer son épée. Hein. Bah ouais, elle était pas contente que tu l'aies prise. Je crois qu'elle m'a pas même mis KO ou un truc comme ça. Elle t'a mis KO et en fait jusqu'à ce que tu dises ok, je ne t'utilise plus. Je te porte pour te rendre à ton. C'était ça. Pour je te fasse la promesse que je la touche plus. Je ne te touche plus, je te ramène à ton porteur juste. Très bien. Donc ensuite, pour en finir avec la fiction, Et du coup, Dreki à ce moment-là lâche le morceau.
l'île est en train de tomber et c'est pour trouver, je vous l'ai déjà dit, c'est pour trouver une preuve qu'il est parti parce qu'il en a ras-le-bol des tabous et donc il veut continuer lui à avancer parce qu'à ce moment-là vous dites là c'est peut-être dangereux, on le sait, faut partir et il dit non, il nous faut une preuve, il faut qu'on puisse ramener quelque chose de clair qui dit qu'il faut arrêter tout ça, donc vous allez continuer à avancer sur l'île jusqu'à ce que vous arriviez à une sorte d'immense, ce que vous appelez un temple. Voilà. Un bâtiment spécial, immense. Quoi. Ouais. Et parce qu'on marche dans la neige. Hein. Ouais. Faut le rappeler. Le blizzard, les torches enflammées. Donc il y a des robots qui vous attaquent. Vous savez pas trop ce que c'est. Vous les appelez les animaux de métal. Ouais. Et puis jusqu'au moment où vous arrivez dans ce temple, et là il y a 3 énormes statues qui sont les statues des 3 dieux, à savoir Cèdre, Alogi et Frare. Et donc, Echo n'est pas représenté. Et il y a des bas-reliefs. Et vous allez décrypter les bas-reliefs qui décrivent l'histoire de 3 dieux et d'une menace. Et vous comprenez qu'il y a des êtres ailés à l'époque qui servaient la menace, mais qui ont été rappelés par les hommes, qui se dévoyaient dans la magie. Et du coup, mais les hommes, la magie, ça n'a pas suffi. Et donc, les hommes se sont dévoyés dans la technologie. Et du coup, Cèdre à ce moment-là propose de leur accorder des pouvoirs pour guider les hommes et faire attention à la menace. Okay. Et vous comprenez qu'il s'est passé ça et qu'en fait Cèdre leur a proposé d'immenses pouvoirs mais que ça n'a pas suffi. En fait, ils ont continué à se dévoyer dans la technologie. Alors Cèdre, donc on rappelle, c'est la magie, le langage, la communication, la poésie, l'étrange, la mort. Les actes magiques. Le matin, effectivement, c'est le matin. C'est préside au bizarre, c'est la déesse des morts. Ok. C'est bizarre. Bon, on comprend pas tout encore, hein, c'est normal. Bah, heureusement. Si vous êtes largués, nous aussi. Hein. Et on monte quand même, il faut dire qu'on monte au-delà des 3 statues. On réussit à... Bah, vous trouvez un passage au fur et à mesure. Et là, vous allez rencontrer C21, C102, que vous allez rebaptiser Robotique, qui est un androïde qui compile les informations. Et en fait, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Et il va vous répondre. Alors, c'est génial parce que nous, on lui pose des questions à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de gens qui n'ont pas toutes les technologies et toute la compréhension de ce qui se passe. Et lui, il nous fait des réponses auxquelles on ne comprend absolument rien, en fait. Alors, il a toutes les réponses. Il vous dit que la ville s'appelle l'Aube. Nous, on n'a pas les questions. Mais quand il vous répond, il vous répond en langage technologique, parce que lui, c'est le langage qu'il comprend. Ouais, ça donne à un moment une phrase géniale, c'est-à-dire que vous repartez... Parce qu'en fait, vous vous attachez à lui, vous décidez de le rebaptiser Robotique, et vous lui demandez s'il peut vous accompagner. Et moi, j'avais pas du tout prévu qu'en fait, il rejoigne la team. Et faut imaginer qu'il y a un 6PO maintenant dans la team. Voilà. Et donc on voit comme ça. Et du coup, c'était quoi le bâtiment, lui ? En fait, c'était une sorte de musée, c'est ça ? C'est une sorte de musée. Vous arrivez dans un endroit, une sorte de grande salle en fait, où il y a une sorte d'immense fausse terre au milieu, hein, c'est la terre en fait. Moi, c'est un serveur ou une salle de commandement en fait. Et c'est juste que nous, on comprend pas ce qu'on voit. Voilà, vous voyez une sorte de terre qui tourne au milieu là, et il y a lui. En fait, c'est comme si ça faisait tellement longtemps qu'il était là que la fausse peau qu'il avait sur lui a commencé à fondre, avec ce qui a dû se passer ici aussi. Et donc du coup, il est à moitié humain. Vous voyez bien qu'en dessous, c'est pas de l'humain, c'est du métal en fait. Mais il a l'air très gentil. Il répond à toutes vos questions. Alors vous comprenez pas la moitié des trucs quand vous lui demandez par exemple, mais du coup on est là, la Terre s'est échouée il y a de cela 7 milliards d'années. Enfin bref, les chiffres on les comprend pas déjà, voilà. Il nous parle en chiffres qu'on comprend pas, les unités de mesure on les comprend pas, on comprend rien en fait. C'est impossible de, même si tu lui demandes une date par exemple, tu dis mais ça c'est arrivé quand, il te répond une date. 4500 années après Ignos. Ouais, mais du coup on a une preuve peut-être. Voilà, et donc vous décidez de le ramener avec... On cherche une preuve. Ouais. Une preuve de quoi ? Je sais pas, mais il a l'air d'avoir beaucoup de réponses. Ouais, vous dites on va apprendre à parler le robotique. Dreki, du coup, le Dreki pourrait avoir enfin la preuve que du coup les îles tombent. Et du coup... Vous décidez parce qu'il avait répondu à la question. Il a dit, dans un langage un peu complexe, mais il avait répondu pourquoi les îles tombaient. En effet, les îles tombent. Ouais, mais je vois déjà le Haven devant ça. Il y a un coup de hache. C'est ça, au bûcher. Mais bien sûr.
Et donc, en fait, vous vous dites que... et vous comprenez à un moment que si vous voulez ramener tout ce que vous voulez ramener, en fait, il vous faudrait quelque chose pour ramener tout ça. Et en fait, je compile les informations et vous explique qu'il y a des hangars dans lesquels il y a des vaisseaux. Même ça, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et donc, des hangars sur lesquels il y a des vaisseaux, il dit par contre, attention, c'est un espace dangereux parce qu'il y a de la force nucléaire là-bas. Et ce qui m'amène à la phrase que je l'ai notée tellement elle me fait rire. Combien y a-t-il de nucléaire dans cette région de les hangars ? Et je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, ça c'est parce qu'on comprend pas ce que c'est qu'un hangar, on comprend pas ce que c'est que le nucléaire. Oui, quand tu parles à la place de robotique, je note tous les mots. Enfin, à chaque fois, je joue l'imbécile, quoi. Bah oui. Tous les mots qu'on n'est pas censé connaître. Ouais. Donc je dis, mais... Et quand vous dites, mais c'est il y a quoi beaucoup de veaux nucléaires là dans cette région de les hangars là. C'est dangereux, vraiment. C'est dangereux, mais je ne comprends pas votre question. Oui, parce qu'apparemment, on va dans un hangar dans lequel il y a des vaisseaux qui foncionnent avec des réacteurs nucléaires. Alors, c'est pas tout à fait ça qu'il dit. Il dit qu'il y a des anciens silos. Il y a des anciennes forces nucléaires là-bas. Mais qu'il faut passer par ces forces nucléaires pour atteindre les hangars, dans lesquels il y aura des vaisseaux qui pourraient potentiellement voler. Donc là, vous comprenez que vaisseau, en fait, ça veut dire il y aurait des sortes de trucs qui volent, donc on pourrait rejoindre. Comme nous, quoi. Voilà. Donc vous décidez d'y aller parce que comme ça, vous pourriez ramener aussi Aldar, robotique et le Dreki et vos épées, et pourquoi pas ce que vous allez trouver, et donc assez de choses pour prouver tout ce qui se passe, quoi. Tu te rends compte que depuis tout à l'heure, depuis le début que tu dis le Dreki, je me dis mais pourquoi elle l'appelle le Dreki comme ça? Pour moi c'était son nom de l'Euromaric, là vous allez l'emmener, enfin tu vois, ça me faisait cet effet là, quoi, tu vois. Ok, mais ça y est, maintenant je sais pourquoi tu l'appelles le Dreki, là, l'autre Dreki. Ok, d'accord. Donc voilà, donc on décide effectivement d'emmener robotique avec nous parce qu'on se dit... On va prendre un vaisseau parce que... Pourquoi on veut des vaisseaux? Pour ramener des choses... Toi, tu décides de ramener pas mal de choses, dont robotique, pour pouvoir trouver... mais on peut pas... on se dit, ah oui, du coup, comme on était 4, on peut pas ramener robotique. Si, il faudrait faire un aller-retour. Ah, il est lourd, robotique, c'est du métal. Brûlez le robot! Je ne suis pas un robot, je suis un automate. Et donc, du coup, vous décidez, vu que c'est dangereux et que le Dreki et Aldar, ils ont déjà pris cher. D'ailleurs, je remarque que vous n'avez jamais demandé à Dreki son prénom. Ben non, parce que moi aussi, je crois que c'était son nom. Et donc, du coup, vous décidez de les laisser à l'abri. En fait, vous trouvez un endroit où ils sont à l'abri et de venir les chercher quand vous aurez le vaisseau. Ouais. On va continuer à l'appeler Dreki, c'est hyper poli. On fait semblant de ne pas comprendre qu'il y a des fuites radioactives qui vont crever. Ouais, c'est ça. Non, mais ils nous suivent pas. Non, ils restent en arrière. Vous aviez décidé justement que vous alliez chercher sans eux dans la région de les hangars parce que quand même Robotique avait dit que c'était très dangereux là-bas. Et comme vous êtes des ailés, vous avez très haut miracle. Vous lui avez demandé même à Robotique. Et justement, il vous dit en tant qu'ailé, vous pouvez potentiellement résister plus facilement à la menace. Important ça, le Robotique qui date d'il y a des milliers d'années là où j'en sais rien, on saurait pas dire. Il sait ce que c'est un ailé. Oui, voilà. Mais vous lui avez pas demandé ce que c'était. Non, mais il en fait référence. Il pense qu'on est descendant du peuple qui vivait là avant. C'est ce que je comprends en fait. Il pense qu'on est... tu lui as pas posé la question, sinon il t'aurait répondu. Ouais, mais ça c'est pareil, tu vois, c'est en tant que joueur, comme tu le sais, tu poses pas la question. Oui, parce que c'est chiant de faire une séance de Sens Cosmo où t'es là en mode alors, voici toutes mes questions. Et on fait une séance questions-réponses. Ouais, c'est ça, c'est un peu bon. Donc on fait un peu les niais là, les candides, et on dit bon, robotique. Mais en même temps, ça fait partie du truc drôle de ce personnage. Voilà, c'est ça. C'est un peu le plaisir aussi de ce personnage, c'est de provoquer des trucs un peu débiles. Et on va s'attacher à lui et puis on va le défendre. Tu vois, il va pas mourir avant de répondre aux questions. D'accord. J'en suis sûr. D'accord. J'adore. Nous serons devenus amis. Ça me permet d'embrayer. Est-ce cela l'amitié? Il faut savoir que Antoine plaît Toulouse à mort. Voilà. Non, pas Loose. C'est génial. Mais dès qu'il peut y avoir comment oses-tu dire le contraire en fait? C'est pas Loose. Mais si. T'es toujours en train de proposer des issues tragiques à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, tu vois, par exemple, après on réussit. Non, Antoine, parfois on rate. Et t'es content qu'on rate. Genre, je te donne un exemple. Tu prends l'épée. Oh putain, je suis en train de me casser la gueule. Tu vois, c'est de ta faute. Tu fais Play Toulouse, vous aussi, sur mon siège. Donc tu prends l'épée. Tu sais très bien que tu vas pas réussir à manier l'épée de Géraldine.
Sérieusement. Elle te le dit en plus, l'épée. Mais tu dis, ah si, ce sera trop cool, justement. je vais y arriver, tout, tu vas voir, ça va être trop bien. Ouais, elle te fait mal. Oui, mais tu tapes une fois, elle te fait mal. Tu gagnes Qu'est-ce des que tu choses fais aussi. Tu tapes une deuxième fois, tu gagnes quoi? Tu découvres ce que c'est l'épée, pourquoi elle veut pas être touchée. Non, mais ça crée un truc, c'est pas du vide, quoi. Mais non, mais c'est le principe du play to lose. Le principe du play to lose, c'est qu'on apprend en perdant, tu vois. Mais c'est volontairement, tu provoques des chutes pour apprendre des choses. Dans le play to lose, tu loses, ton personnage en prend plein la gueule, mais du coup, tu gagnes parce que c'est toi. C'est du drama, oh mon humanité. Voilà. Frédéric Sintès me disait toujours, le héros, c'est celui qui souffre. Et il me disait toujours ça. Qu'est-ce que t'es un héros? Et toi, t'es vraiment héros. On m'a toujours dit que j'étais un héros. Et d'ailleurs, j'ai décidé de faire de mon personnage ton garde du corps et de me mettre à ton service. Parce que moi, j'ai toujours été au service de quelqu'un. Je suis de la case des combattants, je suis pas de la case des dirigeants. Je sais pas diriger, moi. Toi, t'as l'air de savoir ce que tu veux. Moi, je suis juste mal à l'aise qu'il y ait un gros mec baraque qui se mette à mon service, qui pose un genou au sol. Bon. Ça, tu n'as pas l'habitude de ça. Donc voilà, donc ça fait partie aussi des éléments. Donc le play to lose, effectivement, totalement d'accord avec Flavie pour dire que tu joues play to lose, ce qui n'empêche pas que tu loses, hein, bien sûr, tu avances, c'est du tumbling forward, on dit parfois aussi, c'est de la chute, mais pour aller en avant. Et tu vois, par exemple, là tu proposes par rapport à robotique, dès qu'on parle de robotique, tu dis oui, ça va être trop bien. Le premier truc que tu as dit pendant le scénar, tu as dit ah, trop bien, on va devenir amis. Et au moment où il tombera dans le ciel et où je pourrai pas le rattraper, il dira c'était donc cela l'amitié. Et je t'ai regardé, j'ai fait très bien, je note. Tu vois, en fait, le truc, c'est que tu suggères des trucs. Oui, mais pour arriver à ça, il va falloir play to win. Bah oui, mais t'inquiète que tu vas vachement t'attacher à robotique. T'inquiète. Mais je suis pas dans le truc ludiste de win ou lose, en fait, c'est tout simplement. Oui, mais non, mais j'ai pas cette notion-là. Moi, ce qui compte, c'est l'histoire. Et je trouve que c'est plus cool de toucher l'épée que de dire ok, je touche pas l'épée. Plutôt que de dire play to lose, on dirait plutôt play to drama. Voilà, on play to story. To drama, quoi. Ouais, play to story, mais story now. Voilà. Proposition créative narrativiste. Ce serait chiant dans un film, le mec il dit oui, on m'a dit de pas toucher l'épée, je touche pas l'épée, voilà. Et le mec il rentre. Alors il y a une question que tu soulevais dans le dernier podcast, Flavie, c'était sur la cohérence de Trip to Sky en termes de proposition créative, et tu émettais l'hypothèse que la proposition créative simulationniste et la proposition créative narrativiste pouvaient coexister dans le jeu, Trip to Sky. Moi je suis vraiment en sim à fond la caisse, hein. C'est-à-dire que moi, je le joue façon chevalier du Zodiaque, je me suis incliné devant toi, je serai toujours à votre service, Albéric, etc. Enfin, tu vois, moi, je suis en mode vraiment simulationniste à donf. Toi, t'es en mode narrativiste à fond, c'est évident. Et en fait, un premier élément qu'on peut dire qui va dans ce sens, c'est déjà le fait qu'on puisse jouer ensemble sans problème. Ça n'a aucun souci. Il y a des ponts, il y a plus de ponts entre le narrativisme et le simulationnisme qu'entre le narrativisme et le ludisme. Ça se discute. Ça se discute. Tu pourras plus m'entraîner dans le simulationnisme en l'amenant à la table, je pense. Mais toi, mais par contre, moi, j'ai déjà joué à des jeux qui sont à la fois ludistes et narrativistes et où justement, fallait être la personne qui faisait le story now, celui qu'on allait pouvoir juger les personnages. Enfin, non, il y a des ponts entre tout ça. Je rappelle juste rapidement les 3 propositions créatives, hein, juste pour les gens qui débarqueraient. Donc, le simulationniste, c'est le fait de jouer dans un canon esthétique donné. Ouais, c'est pas le fait de simuler une réalité. Voilà, attention, c'est le simulationniste au sens de The Forge, hein, pas au sens français. Parce qu'au sens français, le simulationniste, c'est le fait d'être dans une simulation d'un monde virtuel quand on fait du jeu de rôle, le plus réel, éventuellement même allant même jusqu'au réalisme, qui est la frange la plus radicale du simulationnisme à la française. Ici, on parle du simulationnisme tel qu'il est défendu et débattu sur The Forge autour des années 2000, donc le simulationnisme de Ron Edwards, de Vincent Baker, d'Emily Carbos, etc., etc. Donc le truc, c'est que le simulationniste dans ce sens-là, c'est vraiment dans son acception-là, c'est jouer en cohérence avec un canon esthétique donné. Donc par exemple, on va jouer à Star Wars, on va essayer d'être le plus un Jedi, se sentir le plus un Jedi ce soir. On va jouer au Chevalier Zodiac, on va essayer de se sentir le plus un chevalier ce soir. Le ludisme, c'est le fait de vouloir jouer pour gagner ou pour perdre. Donc ça peut être le droit de se vanter. Obtenir le droit de se vanter, c'est-à-dire j'ai bien joué, donc j'ai le droit à plus de pex, j'ai une épée qui est plus forte que la tienne, donc si on se bat en combat, je vais gagner, toi tu vas perdre, etc. Donc c'est toutes ces propositions créatives là. Et enfin la proposition créative
créative narrativiste où tout va être mis au centre, c'est aussi celle qu'on appelle le story now, l'histoire maintenant, tout va être fait pour, c'est-à-dire que ce qui va motiver le joueur à faire des propositions pendant la partie, c'est bien sûr l'histoire, faire avancer l'histoire. Et donc on a pu observer au cours de nos pérégrinations des jeux narrativistes, que généralement le fait de concourir à créer une histoire collectivement engendrait aussi des jugements d'ordre moral, c'est-à-dire que du coup on peut juger les personnages en disant ce que t'as fait là c'est vraiment pas bien au sens de la bonté, ou c'est mal au sens du mal avec un grand M, etc. Donc voilà, narrativisme, l'histoire maintenant, le simulationnisme, donc c'est le droit de rêver, the right to dream si on l'appelle pour The Forge, et enfin le ludisme, le droit de se vanter. Alors, une fois qu'on a dit ça, Trip to Sky, Flavie postule l'idée que les deux propositions créatives, narrativistes et simulationnistes peuvent coexister. Eh bien oui, moi je suis assez d'accord avec elle, et je pense avoir trouvé à travers Trip to Fly une réponse à ça, parce que c'est un peu la première fois que je joue à Trip to Sky en fait, grâce à Flavie, parce que jusqu'à maintenant j'avais toujours été auteur de Trip to Sky, mais je n'avais jamais vraiment joué. J'avais fait une partie ou deux, mais j'avais jamais fait une campagne. Là je réalise un truc, c'est que si ton canon esthétique c'est la tragédie ou le drama, en fait, tu peux tout à fait jouer avec un narrativiste. Puisque, en fait, ton canon esthétique est sa proposition créative. C'est ça qui se passe. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, dans Trip to Sky, le ludisme est totalement désamorcé. Il n'y a pas de PEX. C'est d'ailleurs ce qui énervait énormément Antoine Cardon dans le podcast que vous avez enregistré à la Citadelle sur Trip to Sky. Oui. Ce que signale Antoine Cardon, c'est bon sang, j'ai pas le droit de gagner des objets, j'ai pas le droit de gagner de l'XP, j'ai pas le droit. Je ne suis pas plus fort au début de Trip to Sky mon personnage n'est pas plus fort au début de Trip to Sky, n'est plus fort à la fin de Trip to Sky qu'il l'était au début. Parce que c'était un ludiste invétéré sans le savoir. Parce qu'après, on a fait le podcast sur Cetra, on a découvert en fait qu'on n'avait pas la même façon de kiffer les jeux. Voilà. Lui, c'est un ludiste de 100%. Antoine Cardon ? Ouais. S'il a pas l'XP et l'épée, c'est mort. Sauf si son canon esthétique, c'est la chevalerie et la noblesse. Dans ces cas-là, le ludisme peut être mis au service du simulationnisme. Et c'est pour ça que dans ce sens, ça passe. Parce que... Dans ce sens, t'as de l'XP. Oui, non, mais justement, c'est ce que je te dis, c'est que oui, mais en même temps, il a mis en fait son simulationnisme dans le fait de jouer un personnage bourrin qui allait être plus fort qu'eux et toujours plus fort. Ce qui est vraiment le cadre de la chevalerie, tu vois, comment on appelle ça, dans les shonen du Neketsu. Ouais, tu vois le côté step. Tu franchis des étapes. Ouais, je sais plus, il y a un nom pour ça en anglais. C'est le nom aussi qui était utilisé par Ron Edwards. Bref, peu importe. Mais en tout cas, il a fait en fait de son canon esthétique le ludisme, il en a fait un canon esthétique si tu veux. C'est pour ça que ça passe. En fait, je pense que les jeux simulationnistes, en fonction du canon esthétique que tu choisis, ils peuvent se rendre cohérents avec du ludisme ou du narrativisme. Et donc, c'est ce que j'observe, en tout cas là dans ces parties-là. Et donc là, c'est ça qui marche bien. C'est que du coup, comme le canon esthétique que j'ai choisi d'incarner, c'est la chevalerie tragique à la Polaris de Ben Lehman, et que toi, t'es dans le Story Now, ça passe. Et de la même manière, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, comme le ludisme est totalement désamorcé dans Trip to Sky, il y a pas... De toute façon, on va réussir le combat. Quand il y a un combat, quand tu nous poses des problèmes, on sait qu'on va réussir. C'est comme dans Colombo, on sait qu'il va trouver le truc. Si on réussit pas, de toute façon, ça va quand même avancer. Oui, ce sera une fin de scène et on se réveillera ailleurs. Exactement. Et puis vraiment, le système te dit... Tu as le droit de prendre des dés en décrivant comment tu résous le problème. Il ne te dit pas, tu vas prendre des dés pour espérer résoudre le problème ou ne pas le résoudre. Tu vois la différence ? C'est-à-dire qu'on sait qu'on va résoudre, mais ce qui compte, c'est comment on le fait. D'où le fait que le canon esthétique soit vraiment simulationniste, parce que c'est vraiment la façon de faire qui va déterminer. Donc le canon esthétique qui va être au centre de la narration. Mais du coup, ça désamorce complètement le ludisme parce qu'on sait qu'on va réussir. Il n'y a pas de potentiel échec. Alors on peut quand même échouer. Si tout le monde est épuisé, on échoue. Mais ça peut arriver. Ouais. Mais ça donne l'occasion... C'est arrivé au premier scénar de Géraldine. C'est vrai ? Elle a été épuisée, ouais. Mais c'est pas un échec. C'est pas un échec, ça lui a permis juste d'avancer vers autre chose. Fondu au noir, générique, mais rendez-vous à l'épisode 2. Pour un ludiste, ce sera un échec, mais pas pour un narrativiste. Voilà. Et figurez-vous que ce qui l'a épuisé, c'est un Jormungandr.
Germingandre. Ah ouais, d'accord. Ah bah dis donc, incroyable. Décidément, il va nous suivre celui-là. Je t'ai fait exprès. Excellent. Trop fort. Trop forte, Flavie. Ok, donc voilà, ma première hypothèse, c'est ça. C'est que ça fonctionne parce que, 1, le ludisme est désamorcé, et 2, parce que le canon esthétique choisi correspond à... Mais on va voir jusqu'où ça peut marcher. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas avoir des difficultés quand même à jouer ? On va voir. Ça va être très intéressant. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que ça va très bien se passer. Oui, moi aussi, je pense. Et alors, avec Géraldine, ça va amener une nouvelle dynamique aussi à la table. Je ne sais absolument pas quelle est la proposition créative que va préférer en fait Géraldine entre les 3 propositions créatives. Dans quel type de jeu elle va se reconnaître le plus ? Narrative, je pense. Non ? Pour l'instant, elle est... moi, je la connais plutôt ludiste, perso. Oui, mais parce que je la vois jouer à des jeux de société. Alors, moi, je l'ai vue jouer. Elle est plus sim pour l'instant. Ah oui ? Ouais. Par contre, elle crée plein de trucs autour d'elle. Elle a des amis, elle a des machins. Donc, comprendre, on essentialise ici le joueur sim, le joueur machin. D'abord, Ron Edwards lui-même le fait dans les premiers articles sur le sujet. Mais ce qu'on veut dire, c'est toujours un mélange. On est toujours, les uns les autres, on est toujours un mélange de plusieurs propositions créatives. C'est juste avec laquelle on est le plus à l'aise. Quand on dit que Géraldine est sim, ce qu'on veut dire, bien entendu, c'est que Géraldine semble plus à l'aise pour l'instant pour faire des propositions qui vont dans le sens de se sentir dans une... Le premier scénar, c'est toujours compliqué parce que tu prends en main ton personnage, tu le découvres autant et tu le crées autant que tu es en train de le jouer. Donc, Bien sûr. Mais ok, ouais. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça va être génial. J'ai trop hâte de jouer avec Géraldine aussi. Ouais, elle est à fond, elle m'a envoyé des images de son personnage qu'elle avait créé en IA et avec le peu d'informations qu'elle avait eues sur vous par son épée, elle m'a envoyé une image de vous qu'elle a créée par IA. L'épée vous aime pas. J'ai hâte de voir ça. Les IA ne nous aiment pas non plus. Ça nous n'aimons pas les IA d'ailleurs. Voilà. À part bien sûr Robotique, qui a l'air très gentille. Oui, puis de toute façon, compile les informations. Le perso de Géraldine, si elle est à l'image de son épée, on risque pas de l'aimer, je pense. Oh l'autre, elle est caractérielle son épée. Non, elle était caractérielle dans tes mains. Mais c'est toi qui essaye de prendre une épée qui est pas à toi. Oh l'autre, comment il retourne la situation. Non, mais je plaisante, il est formidable cet Albéric, il est formidable. Bon, ok, merci en tout cas Flavie. On retourne aux parties. Là, ça va être notre dernier scénario sans Géraldine. Exactement, ouais. C'est pour ça là, il faut qu'on arrête, il faut qu'on joue parce que vous avez des choses à faire en fait. Ouais, ça roule. Allez, on y va. Au boulot. On y va, au boulot. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.